Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Patrick Maurice, expert comptable, cofondateur de Doux, et puis j'ai le bonheur d'animer aujourd'hui le webinaire le plus glamour de toute la planète, une introduction à la comptabilité. Alors vous allez voir, d'habitude, j'anime ces réunions autour d'une vingtaine de personnes, mais aujourd'hui, un peu exceptionnellement, nous allons le faire directement sur la partie purement digitale à travers ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Vous allez voir que je vais quand même beaucoup vous solliciter. Hein. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à avoir votre clavier pas très loin, puisque la réussite de ce webinaire va reposer essentiellement sur une interaction que l'on va avoir ensemble. Et donc, tout simplement, on va essayer ensemble de pouvoir vous permettre de lire un bilan actif, passif. Vous allez voir, il y a un petit jeu pédagogique qui se met. Alors, on va commencer tout de suite. Hein. Je vois que vous êtes quand même relativement nombreux. Et donc, le premier point, on va avoir quelques règles entre nous qui vont nous permettre d'être super à l'aise. La première, c'est que toutes les questions sont les bienvenues. Je pense que c'est un point qui est important et je me targue effectivement de dire qu'il n'y a pas de questions idiotes. Hein. C'est ce que je marque dans ce deuxième point. Et puis la troisième, participer. C'est essentiel pour la réussite de ce webinaire. C'est une sorte de première nationale ou même mondiale, n'ayant pas peur des mots, de cours de comptabilité pour des personnes qui n'ont aucune idée et aucune notion de la comptabilité. L'objectif n'est pas de vous rendre expert comptable. L'objectif est de vous permettre de comprendre la comptabilité et de pouvoir lire un bilan, que ce soit le vôtre ou celui de votre voisin, de telle façon à pouvoir vous poser les bonnes questions et de telle façon pouvoir parler avec un expert comptable. Donc, n'hésitez pas, les questions seront les bienvenues. Ah, il n'y a pas de son, Olivia. Est-ce que les autres ont du son? Voilà, il faut cliquer pour activer le son. Voilà. Bon, tout va bien. Donc, il y a bien du son. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas. Visiblement, il y a un petit clic qu'il faut utiliser. Alors, ce que je vous propose, on va commencer tout de suite. Et n'hésitez pas, encore une fois de plus, vous allez taper sur vos claviers pour que je puisse lire. Donc, on va comprendre le bilan. Alors, cette animation, donc, comme je vous l'ai dit, suppose vos avis. Et donc, la première question que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce que la comptabilité existe? Qui utilise la comptabilité? Donc, feu, allez-y. Hein, vous allez voir, on souhaite avoir de l'interactivité. Donc, posez-vous la question déjà, pourquoi la comptabilité existe-t-elle? Alors, bien évidemment, certains vont dire que c'est pour payer des experts comptables, hein, pourquoi pas, mais en tous les cas, il y a quand même une autre notion de l'existence de cette comptabilité. Allez-y, feu. Je vous laisse une minute. Allez-y. Alors, Sébastien qui me dit pour piloter l'activité de l'entreprise. Ok, Ludovic aussi, piloter son entreprise. Ok. Gérer les stocks, c'est une bonne réponse. Gérer ses comptes, Muriel. Pour répondre aux exigences des actionnaires, oui, tout à fait, Hassen. C'est très bien. Bon, vos réponses sont plutôt très modernes. Alors, il y a Weiss qui a la première bonne réponse, enfin première, celle en tous les cas pour laquelle la comptabilité existe, c'est pour que l'État prenne des taxes. Oui, c'est tout à fait cela. Parce que aussi longtemps que la comptabilité existe, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, eh bien, la comptabilité existait déjà. Et en fait, elle n'avait qu'un seul but, c'était de retracer des flux qui permettaient à l'État de toucher des taxes. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. La comptabilité existe. L'origine de la comptabilité, c'est pour percevoir des taxes. Alors, bien évidemment, les choses ont un petit peu changé quand même, elles n'ont pas évolué. Alors, elles n'ont pas changé sur les taxes. Alors, par contre, il n'y a pas une seule modification en la matière. Par contre, elles permettent la comptabilité de pouvoir vous permettre de
vérifier l'évolution de votre entreprise. Je crois que c'est un point qui est important. On peut gérer ses stocks, c'est Skander qui le dit, on peut regarder l'état de la santé, on gère ses coûts, c'est la gestion, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Une comptabilité qui est tenue au jour le jour avec des informations immédiates vous permettra d'avoir nécessairement une plus grande autonomie dans la lecture de la comptabilité. Par contre, si votre compta, vous la voyez une fois par an, concrètement, ça ne vous sert à rien. S'agissant d'un suivi, c'est un petit peu comme si vous conduisiez une voiture avec un rétroviseur. Donc, ce serait un petit peu complexe. Et puis, pour ceux qui ont essayé, vous allez voir que c'est la marche arrière qu'on utilise dans ces cas-là. Donc, moralité de l'histoire, la compta, ça ne vaut qu'à partir du moment où on peut voir au jour le jour. Ou à défaut, on a des grandes évolutions de masse, mais sur des choses qui se sont déjà passées. Alors, on va faire un petit jeu en commun et vous allez pouvoir indiquer en 1 minute 5 biens dont un particulier peut être propriétaire. Bon, Olivia, dommage pour pas de son. Ce que je vous propose, il y aura un replay, nécessairement, ou sinon, inscrivez-vous pour la prochaine fois, je fais une autre animation. Alors, en 1 minute, alors pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que ce que je vous propose, en fait, c'est de pouvoir aller directement faire une comparaison entre un particulier qui n'a rien à voir, qui n'est ni dirigeant d'entreprise, qui n'est pas comptable, etc. Et donc, on va essayer de voir quel est le patrimoine de ce particulier et, parallèlement, faire un point ensuite sur l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que le patrimoine d'un particulier, c'est exactement la même chose que le patrimoine d'une entreprise. Et je vais vous amener, parce que tout le monde sait ce que c'est un particulier, tout le monde sait ce qu'est un patrimoine d'un particulier, et donc je vais vous permettre de faire une transposition, ce qui permettra d'avoir quelque chose de très pédagogique. Alors, on y va, le jeu en commun, et en 1 minute, vous devez m'annoncer 5 biens, 5, dont un particulier peut être propriétaire. Donc, allez-y, feu. Alors, Sébastien, rapide, m'indique une maison, une voiture, un compte bancaire, des dettes, des actions. OK. Meubles, immeubles, voiture. Une voiture, une maison. Super. On peut voir des choses encore. Maison, voiture, meubles. Je vais en citer un, par exemple, moi-même. Je vais mettre un frigo et des oranges, de façon très claire. Alors, je vais reprendre rapidement. Alors, je ne sais pas si on le verra très très bien, mais je vais noter quelques noms. Les oranges. Et un compte bancaire. Bon, je vois que pas mal de monde ont noté. Je vais marquer une chose, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Voilà, alors moi je les ai notés dans cet ordre-là. Une maison, un terrain, une télé, des oranges et un compte bancaire. Et des vêtements, on aurait pu le mettre ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi, effectivement, vous remarquerez que je l'ai mis dans un ordre spécifique, je ne l'ai pas noté tel que vous avez pu le faire? Eh bien parce que tout simplement, en fait, on va retrouver un ordre de liquidité. Alors, chez le particulier, donc j'ai mis à gauche ce que l'on peut trouver, donc j'ai marqué ça comme palpable. Vous regardez simplement la colonne de gauche, vous verrez marqué maison familiale, voiture, télévision. J'ai marqué les choses qui sont virtuelles, par exemple un nom de domaine. J'ai marqué des choses qui sont financières. Je pense notamment aux 30% des actions de la société du beau-frère et 1 mois de dépôt de loyer. Puis en dessous, j'ai marqué 2 paquets de lessive, le salaire dû par l'employeur et non versé, le plan d'épargne logement et le compte bancaire positif. Alors pourquoi est-ce que je l'ai noté dans un sens descendant de liquidité croissante? Parce que c'est un principe effectivement d'orthodoxie financière, c'est de mettre en haut ce qui a tendance à ne pas changer. Vous êtes d'accord avec moi que la maison familiale, on ne va pas la changer tous les mois, et la voiture, même si on en change peut-être un peu plus souvent que la maison, eh bien c'est des choses qu'on garde de façon assez longue. Alors que en bas, on va retrouver tout ce qui tourne rapidement et qui peut être
facilement transformer en argent. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, on voit marquer le plan d'épargne logement ou le compte bancaire, parce que tout simplement, c'est de l'argent à proprement parler. Maintenant, si vous avez bien compris, effectivement, pour le particulier, ce que je vous propose, c'est de regarder sur l'équivalence dans l'entreprise. Parce que vous allez vous apercevoir finalement que dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Exactement. Alors, bien évidemment, on ne va pas donner des mots comme palpable ou virtuel ou financière, parce que c'est des choses qui sont un petit peu communes dans le langage courant. Et on va utiliser des mots qui sont dérivés du latin, puisque c'est sans doute les latins qui ont été les premiers, on va dire, à complexifier un petit peu le plan comptable. Et donc, on va retrouver en haut exactement ce qui ne bouge pas ou ce qui a tendance à ne pas bouger, ce que l'on appelle l'actif immobilisé, et en bas, ce qu'on appelle l'actif circulant, qui vient du mot circus, qui signifie tourner en latin très exactement. Donc, de fin en haut, l'actif immobilisé, et en bas, l'actif circulant. Alors, en haut, on va retrouver l'immobilisation corporelle, on va retrouver les immobilisations dites incorporelles, on va retrouver ensuite les immobilisations financières. Et donc, ces trois gros postes, corporels, locaux, véhicules, mobilier, appartements, on pourrait retrouver ça très exactement. Incorporel, c'est le fonds de commerce. Alors, fonds de commerce, c'est lorsque vous êtes commerçant notamment et que vous avez besoin de vendre dans une ville, eh bien, vous savez très bien que les meilleurs, ce qu'on appelle les pas de porte, sont les emplacements A+, c'est-à-dire les endroits et qui sont les plus reconnus comme étant fréquentés le plus souvent par des touristes, par des particuliers. Donc c'est pour ça que ces fonds de commerce ou pas de porte sont les endroits qui coûtent le plus cher. Et donc en France, on les immobilise et on ne les amortit pas pour la petite histoire. Et puis juste un cran en dessous, financière, on va retrouver dépôt de garantie du loyer. Par exemple, vous êtes commerçant, il faut payer 6 mois d'avance, ou si vous prenez notamment un parti de location, peut-être dans une zone industrielle. Et puis, vous allez retrouver les actions de la filiale, c'est-à-dire toutes vos participations. Pour faire très simple, si j'étais une holding, eh bien, je trouverais en immobilisation financière une partie qui s'appellerait Société civile immobilière du Pont, si c'était le nom de votre SCI, ou SARL Durand, si c'était une participation de la SRL. En France, à partir du moment où vous avez 5% des actions, c'est supposé être une filiale. Et puis, un cran en dessous, vous avez l'actif circulant avec ses stocks, avec ses créances clients. Donc, ces stocks, on en est propriétaire, c'est pour ça qu'on les met là. Ses créances clients. Les dépôts à terme, ce sont des placements financiers. Puis, juste en dessous, nous avons les disponibilités qui sont les banques et les caisses. Donc, voilà très exactement ce que l'on attend dessus. Donc, je répète, à l'actif du bilan se trouve très exactement ce que l'entreprise possède et propriétaire pour être précis. Pas de questions sur l'actif. Ce que je vous propose, c'est de passer au passif maintenant. Donc, au passif, on y va. Même jeu, on va, vous allez énoncer en 1 minute 5 dettes dont un particulier peut être redevable. Allez-y, feu, c'est parti. Très bien. Alors, on voit marquer Samira qui marque, non, Alina qui marque un prêt, donc un emprunt. Thomas, le loyer, le crédit, la location auto, le prêt immo, le crédit des dettes et le loyer, le crédit auto, le prêt immobilier, la voiture. Je suppose que c'est un prêt voiture, bien évidemment. Alors, je vois, ouais, effectivement, donc vous êtes tous, en tout cas, ça marche, tout le monde note des choses. OK. Bon, OK. Alors, je vais faire un petit point tout de suite et vous dire déjà ce qui est une dette et ce qui ne l'est pas. Je m'explique. On y va. Dans un bilan, je rappelle,
c'est ce que l'on doit. D'accord? Donc, supposons qu'aujourd'hui, nous sommes le 5, je crois, peu importe, hein, on est le 5 avril. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a de fortes chances. Alors, attendez, je vais essayer de faire. Voilà. Là, on suppose effectivement qu'il s'agit du 1er avril, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et ça, c'est le 5, c'est aujourd'hui. Si par exemple, vous payez votre loyer en début de mois, et bien de façon très concrète, au 5, eh bien, vous ne le devez pas. Donc, le loyer ne peut pas être une dette. Le loyer est une charge au même titre que les charges fixes, que les courses alimentaires, que n'importe quoi, parce que tout simplement, il faut que ce soit dû. Une dette, c'est ce qui est dû, alors qu'une charge, par exemple, je consomme 1200 € d'électricité par mois. Si on suppose que je le paye en début de chaque mois, eh bien, les 100 € que je dois, les 100 €, ça, c'est la dette. Et par contre, les 1200 € de consommation, c'est une charge, c'est une dépense. Donc, il ne faut pas confondre la dette et la charge. La charge, c'est ce qui est consommé au fur et à mesure. La dette, eh bien, c'est, on le constate à un moment. Donc, le 5, je constate que je dois 100 €. Si je paye le 6, eh bien, le 7, je n'ai plus de dette. Donc, la dette, ça se situe toujours à un moment T, et il faut bien comprendre. Donc, lorsque vous dites un prêt IMO, oui, c'est une dette. C'est une dette qui va sans doute durer peut-être 20 ans, 25 ans, 35 ans pour nos amis parisiens. Et puis, je vois un crédit auto. Là, pareil, c'est une dette qui est due. Le prêt bancaire, c'est toujours une dette. L'impôt, eh ben, si l'impôt est déjà payé, c'est pas une dette. Mais si je dois de l'argent, c'est bon. Comme l'électricité et le gaz, si j'ai ma facture qui est due à un moment donné, c'est une dette. Mais si elle est payée, ce n'est plus une dette. Le salaire qui est dû aux employés, c'est-à-dire que le 30 du mois, par exemple, je dois cet argent, on est le 5 aujourd'hui, vous n'allez payer vos employés que le 30, par exemple, du mois, et bien concrètement, entre le 1er et le 5, c'est une dette virtuelle, mais c'est de l'argent que je dois. Et donc ça, je pense que c'est très important. Il faut bien comprendre effectivement cette notion de ce que je dois, qui est une dette à un instant T, et la notion de charge, qui est une notion effectivement courante de tous les jours. Donc, je les ai repris à travers cela, à travers chez le particulier. Donc, on va retrouver le fameux emprunt sur 20 ans pour l'acquisition de maison. J'ai marqué le salaire dû à la nounou. On imagine que vous avez une nounou chez elle ou à domicile, hein, peu importe. On est le 5 du mois, vous lui devez 5 jours. C'est la dette de la facture EDF que je n'ai pas encore payée. C'est la dette envers le trésor public que je n'ai pas encore acquitté, ou malheureusement, j'ai un découvert bancaire, c'est une dette que je dois nécessairement au banquier. Et donc la dette, c'est une notion, donc je dois quelque chose à quelqu'un. Et donc, j'ai marqué cette fois-ci dans un ordre qui s'appelle l'exigibilité croissante. Cette exigibilité croissante, c'est une exigibilité où on voit que plus on descend vers le bas, plus la dette devient pressante. C'est pour ça que j'ai 20 ans pour payer un emprunt, mais c'est pour ça que quand j'ai un découvert bancaire, eh bien, je dois donner l'argent très rapidement. Et donc, j'ai transposé cette partie-là vers l'équivalence dans l'entreprise. Et donc, on va retrouver le capital social et les emprunts. Alors, le capital social, je vais faire un petit zoom tout à l'heure pour justement indiquer pourquoi je mets le capital social là. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir ce que j'ai appelé le passif circulant, qui n'est pas tout à fait exact, ça n'existe pas en tant que tel, mais c'était pour faire un rapprochement avec l'actif circulant, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les dettes sociales et les découverts bancaires. Vous voyez que c'est exactement la même chose et on retrouve des choses qui circulent bien évidemment plus souvent. Une dette fournisseur ne va pas rester très longtemps, elle va rester peut-être un mois grand maximum. La dette fiscale, idem. On va retrouver d'ailleurs dans les dettes fiscales la TVA payée, dans les dettes sociales l'URSSAF, les caisses de retraite ou tout simplement les salaires des salariés qui n'ont pas encore été payés. Alors, un petit zoom sur le capital social. Voilà, attendez, excusez-moi, j'étais un peu trop rapidement. Alors, sur le capital social, parfois les gens disent, mais attendez,
c'est notre argent, c'est la société. Mais je rappelle une chose. On va partir d'un exemple de Monsieur Martin qui veut créer une société et il apporte 10 000 euros au capital de la société. Néanmoins, pour la société, cette somme de 10 000 euros est une dette. Pourquoi c'est une dette? Parce que tout simplement, la personne morale est une personne à part de Monsieur Martin. J'en veux pour preuve que si Monsieur Martin vendait ses titres à Monsieur Durand, eh bien, vous êtes bien d'accord avec moi que pour la société, la personne morale, ça ne changerait strictement rien du tout, puisque la personne morale existe en tant que telle, et Monsieur Martin, et là ce serait Monsieur Durand, l'occasion, c'est une personne physique cette fois-ci. Donc là, on a bien deux personnes, une personne morale d'un côté et une personne physique de l'autre. Et donc, lorsque Monsieur Martin apporte 10 000 euros à la personne morale, eh bien tout ça simplement, la société possède, elle va être propriétaire de 10 000 euros en banque, bien évidemment, mais elle doit aussi 10 000 euros à Monsieur Martin. C'est sa dette. Et cette dette, comment est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, on l'appelle capital social. Donc, quand vous voyez marqué capital social, eh bien, c'est une dette que l'entreprise doit à ses associés. Alors, je crois que c'est un point qui est important et on va retrouver, en plus du capital social, les réserves légales qui n'ont pas été distribuées parce que, en temps normal, alors ça ne se passe jamais comme cela, bien évidemment, mais en temps normal, pour bien faire, il faudrait que la société donne tout le résultat net à ses actionnaires. Alors pourquoi ne le fait-elle pas? Parce que tout simplement, généralement, la société a besoin d'argent également pour pouvoir vivre, et donc c'est très important pour elle de ne pas donner cet argent. Mais si elle ne donne pas cet argent, pour autant, le résultat de l'année qui n'est pas distribué, les réserves qui n'ont pas été distribuées non plus, qui s'appellent donc le tout la somme distribuable, reste et demeure des sommes qui sont dues aux associés. Et c'est pour ça que ça se trouve au passif du bilan, parce que tout simplement, c'est une dette vis-à-vis des associés. Donc voilà, en fait, l'explication de ce fameux capital social. Alors, dans les capitaux dits permanents, vous savez ce qui était en haut du passif du bilan, on va retrouver le capital social, qui sont des sommes qui sont apportées par les actionnaires. On va retrouver les réserves, le rapport à nouveau, qui sont les résultats des années antérieures qui ne sont pas sortis de la société. On va retrouver le résultat d'exercice, donc c'est celui qui est fait en cours d'année, et vous savez, dans lequel l'Assemblée générale doit se réunir dans les 6 mois qui suivent qui suivent l'exercice, la clôture de l'exercice, c'est-à-dire que par exemple, si vous clôturez au 31/12/2019, eh bien vous avez jusqu'au 30 juin 2020 pour réunir les associés ou l'associé, si vous êtes en SASU ou en URL, pour décider de savoir si on doit distribuer l'argent ou pas. Et puis, j'ai rajouté l'emprunt. L'emprunt, c'est quoi? C'est les sommes qui sont dues à des établissements bancaires. Et donc, toute cette grande masse de capital social, de réserve, de report à nouveau, de résultats de l'exercice et de l'emprunt, eh bien tout ça, ça forme les capitaux permanents. Alors Romain, bonjour, pourquoi les banquiers préfèrent un capital social important alors que c'est considéré comme une dette? Alors parce que tout simplement, en fait, Romain, la question, elle est relativement simple. Parce que certes, il y a la dette, mais en contrepartie, il y a aussi l'argent qui a été apporté par les personnes. Donc ce qu'on appelle l'apport soit en nature, soit en liquide. En liquide, c'est l'argent. En nature, c'est lorsque vous apportez des immobilisations. Donc, vous avez toujours cette symétrie entre combien l'entreprise va-t-elle posséder grâce à l'apport et combien elle doit. Sachant deux choses. Le premier, je rappelle que le banquier prend moins de risques dans le sens où les derniers à se payer, c'est toujours les actionnaires. Vous remarquerez qu'en cas de dépôt de bilan, ceux qui perdent le plus sont toujours les actionnaires. On oublie ce genre de petits détails. Et puis, également, c'est montrer un signe fort vis-à-vis, effectivement, de l'extérieur, de mettre un capital social plus élevé, même si ce n'est qu'un signe, parce que dans la réalité, vous pouvez toujours apporter 100 000 euros. Si le mois suivant, vous perdez 200 000, votre argent s'est volatilisé, et de façon très concrète, votre société ne vaut plus rien. Mais on reste et on demeure toujours dans un monde un peu d'image, et la banque adore
avoir des capitaux sociaux relativement importants. Ça permet un peu de sécuriser, en tous les cas dans la tête du banquier, ça permet de sécuriser énormément. Voilà, j'espère Romain que je vous ai répondu à votre question. On passe sur le passif circulant. Et le passif circulant, c'était le passif, vous savez, en bas de ce que l'entreprise doit. Alors, on va retrouver principalement les avances et les acomptes qui sont reçus sur commande. Donc, de façon très concrète, c'est l'argent qui est reçu de la part d'un client. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes prestataire de service, vous vous arrangez pour faire une longue mission et vous demandez auprès de votre client qui vous donne de l'argent. Voilà, hein, il vous donne 20% au moment de la conclusion du contrat. Je ne sais pas, vous avez vendu pour 10 000 euros de prestations. La personne va vous donner 2 000 euros. On suppose qu'il vous les a donnés juste le 30 décembre. Le 31 décembre, vous n'avez pas fait votre mission puisque vous la commencé en janvier. Et bien, dans ces cas-là, cet argent qui est reçu en acompte va se mettre principalement au passif du bilan pour signifier en fait que votre société a une dette de 2 000 euros puisqu'elle n'a pas accompli sa prestation. On va retrouver les fournisseurs. Bon, c'est les factures qui ne sont pas encore payées, bien évidemment. Elles sont bien évidemment TTC. Hein. Je rappelle un petit détail, c'est qu'au bilan du passif comme à l'actif d'ailleurs, les sommes, enfin au passif, quand on voit les fournisseurs, les sommes sont bien marquées TTC. C'est la somme qui est due. On va retrouver les dettes fiscales et sociales, donc les sommes qui sont dues à l'administration fiscale, l'impôt sur les sociétés, la TVA, ou les organismes sociaux comme l'URSSAF, les caisses de retraite ou les caisses de mutuelles. Et puis, on a les autres dettes, bon, ça c'est les tiers qui sont les autres, hein, donc ça peut être n'importe quoi. Et puis, parallèlement, vous allez trouver votre découvert bancaire qui sera inscrit tout en bas, et là encore, toujours dans une notion d'exigibilité, puisque par définition, le découvert bancaire n'est pas normal, et donc c'est la raison pour laquelle ça se trouve le plus bas. Bon, est-ce que on a fait le passif? Et ce que je vous propose, c'est de faire un point sur les fondamentaux du bilan, sur une synthèse. Et donc, je retrouve d'un côté l'actif et l'autre côté le passif. Et donc, à gauche, on va retrouver les immobilisations, le stock, le client, les créances diverses et les liquidités. Et à droite, on va retrouver les capitaux, l'emprunt, les dettes fournisseurs et les dettes diverses. Et là, c'est ce slide en fait que vous devez retenir, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. À gauche, ce dont l'entreprise est propriétaire, et à droite, ce que l'entreprise doit. Alors, ça c'est super important, si vous retenez ça qu'à l'actif, c'est ce que l'entreprise est propriétaire et au passif, ce que l'entreprise doit, vous avez déjà compris à peu près 50% du monde de la comptabilité. Alors, on va faire un petit jeu, hein, question vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts pour vos claviers? Allez-y. Première question, l'actif représente les biens et les créances, c'est-à-dire ce que l'entreprise est propriétaire. Allez-y, feu, j'attends vos réponses. Dites-moi vrai ou dites-moi faux. Ok. Bon, super équipe là. Hein. Super équipe. Bah, bravo. Oui, effectivement, l'entreprise est bien propriétaire de l'actif. On est tout à fait d'accord. Non, non, Naïm. L'actif représente les biens et les créances. L'entreprise en est bien propriétaire. Deuxième question. Vous êtes prêts? L'actif, ça c'est plus dur. L'actif représente la totalité des biens que l'entreprise utilise. Alors pour ceux qui répondent non, je vous invite à dire pourquoi vous pensez que c'est faux. Bien, Jérémy, bravo. Effectivement, c'est tout à fait ça. En fait, ce que je vous ai pas dit, en fait, c'est que en France, hein, on utilise très exactement
Alors la question, je rappelle la question, c'est l'actif représente la totalité des biens que l'entreprise utilise. Donc ça supposerait que dès que vous voyez un bien, eh bien ça se retrouve à l'actif du bilan. Eh bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, en France, on a une notion qui est basée sur la propriété. Donc, soit vous êtes propriétaire du bien, et en ces cas-là, ça s'inscrit à l'actif du bilan, soit vous ne l'êtes pas, et dans ces cas-là, si vous n'êtes pas propriétaire du bien, eh bien, il n'y figure pas. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme bien que vous allez utiliser et dont vous n'êtes pas propriétaire? Eh bien, les biens qui sont pris en location ou pris en crédit bail. Donc, de façon très concrète, un bien qui est pris en crédit bail ou un bien qui est pris en location, comme des véhicules par exemple, ne figure jamais à l'actif du bilan. Jamais, jamais, jamais. Il figure tout simplement dans le compte des résultats en loyer. Ça veut dire qu'une société qui achèterait tous ses biens sans exception, ses ordinateurs, sa voiture, son mobilier, le prendre en location, le prendre en crédit bail, il y aurait strictement zéro à l'actif du bilan. Donc là, il faut bien en avoir conscience. Lorsque vous avez un bilan entre les mains, vous ne pouvez pas savoir, si vous regardez que l'actif, vous ne pouvez pas savoir si l'entreprise utilise ou pas d'autres biens. Ce n'est pas possible. Il faut partir soit dans le compte de résultat dans ce qu'on appelle les charges externes et en loyer, plus exactement, ou en crédit bail. Autant vous dire que si c'est un compte de résultat simplifié, eh bien, vous ne le saurez même pas. Ou éventuellement, vous pouvez le voir dans l'annexe. L'annexe, c'est ce qui complète le bilan actif-passif compte de résultat. Mais là encore, pareil, c'est hyper rare parce que soit c'est une très grosse société, et en ce cas-là, elle doit le mentionner dans l'annexe comme fait significatif, soit ce n'est absolument pas significatif, ou tout simplement votre entreprise est dispensée d'annexe, et dans ce cas-là, vous ne verrez pas. Donc c'est aussi simple que cela. Donc la réponse était bien faux. Troisième question, on y va. Le passif représente les dettes, en d'autres termes, ce que l'entreprise doit. Allez-y. Génial. Donc la réponse est oui, effectivement, le passif représente tout à fait les dettes. En d'autres termes, ce que l'entreprise doit. C'est tout à fait vrai. Donc, au passif, toujours ce que l'entreprise doit. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit jeu ensemble dans lequel on va partir en fait d'un exemple de deux personnes, deux associés qui souhaitent ouvrir un restaurant. Et on va, à travers en fait cette notion d'ouverture du restaurant, ce restaurant va faire plusieurs opérations, bien évidemment. Il va acheter, il va vendre, il va faire un certain nombre de choses, et on va ne toucher qu'à l'actif et au passif. Et ce que je vous propose, comme ça, vous verrez en fait l'évolution du bilan à travers les opérations. C'est parti. Alors, première chose, ils décident de créer une société et ils apportent 25 000 € au capital. Donc, bien évidemment, on passe ces étapes. Hein. Je rappelle qu'il y a toujours une étape préalable entre les associés. Hein, il y a une rédaction des statuts, il y a une remise personnelle des chèques. C'est toujours comme ça qu'il peut y avoir quelque chose. Alors, Romain, dans quel cas il peut y avoir un passif et un actif différent? C'est impossible, Romain. C'est aussi simple que ça. Parce que systématiquement, à chaque fois qu'il y a une opération entre l'actif et le passif, vous avez toujours le montant en bas et toujours identique, quoi qu'il arrive. S'il y a un actif et un passif différent, c'est que votre bilan, il est faux. C'est aussi simple que ça. On va pouvoir le voir d'ailleurs à travers cette opération. Alors, voilà ma première question. Elle vous est réservée. On va enregistrer un dépôt de 25 000 € de capital à l'aide de la matrice qui est après. Donc en fait, c'est super simple. Voilà, attendez, je vais essayer de remettre. Voilà, c'est voilà la fameuse matrice.
et qui est là. Et donc, ces 25 000 euros de capital, il va falloir en disposer. Alors, comme je ne peux pas vous surveiller à distance, ce que je vous propose, c'est de jouer le jeu. Et en fait, à chaque fois, il faut se poser deux questions. Toujours deux questions. Première question, de quoi l'entreprise est-elle propriétaire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle doit? Si vous répondez à ces deux questions, vous allez savoir très exactement comment mettre à l'actif d'un côté et au passif de l'autre. Alors, ma première question, c'est de quoi l'entreprise est-elle propriétaire maintenant que les associés vont déposer 25 000 euros? Allez-y, mettez quelques réponses. Allez, Muriel. Banque, bravo, bravo. Effectivement, Muriel, et ces 25 000 euros vont être, et bravo Aline également, cet argent, on va le mettre en banque. Alors Aline, juste un petit détail, effectivement, ces 25 000 euros, on ne porte pas de compte courant en entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, le compte courant, ça suppose un peu le compte courant des associés. Donc ça, mettons-le à part et parlons que de banque. Et donc, de quoi va-t-elle être propriétaire? Eh bien, elle va être propriétaire de 25 000 euros en banque. Vous avez tous raison, effectivement, c'était un point qui était important. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va devoir, à votre avis? Quelle est sa dette? Allez-y, marquez la contrepartie. Je vous laisse noter. Alors, les 25 000, Aline, on est tout à fait d'accord, et Estelle aussi. Mais maintenant, notez la dette. Qu'est-ce qu'on va le mettre où? Capital social. Bravo. Super. Bravo, Jérémy. Donc, les 25 000 euros, les voilà. Ils sont bien mis. Et donc, vous remarquez que j'ai d'un côté, l'entreprise est propriétaire de 25 000 euros et de l'autre, elle doit 25 000 euros de capital. C'est comme ça que se font les égalités et mon actif est bien égal au passif. Deuxième question, la société maintenant va investir dans du matériel pour 32 000 euros. Alors, pareil là, sur ces 32 000, elle ne les paye pas tout de suite. Donc, il va falloir se poser encore deux fois la question. Alors, allons-y. Première question, prêt à vos claviers, de quoi l'entreprise va-t-elle être propriétaire et pour combien? Allez-y. De quoi l'entreprise va-t-elle être propriétaire? Voilà, super, bravo. Si, Laurent, elle va être propriétaire effectivement du matériel pour 32 000 euros. Et c'est bien une immobilisation, on est tout à fait d'accord. Donc, je vais tout de suite le mettre. L'entreprise est propriétaire pour 32 000 euros de matériel. Maintenant, la question, quelle est sa dette? Quel est le montant de sa dette? Et à qui va-t-elle devoir cela? Il ne paye pas, il ne fait pas de crédit, Laurent. Simplement constatons la dette. Non plus, ce n'est pas encore un crédit de 32 000 à la banque, puisqu'il n'a pas payé. Il a simplement reçu une facture de son fournisseur. Donc, quelle est la dette? Il a une dette de 32 000 euros, Sébastien, et il a une dette de 32 000 euros vis-à-vis de son fournisseur. Bravo, Thomas. Et donc, on va retrouver cela vis-à-vis du fournisseur. Je dois 32 000 euros. Je n'ai pas payé mon fournisseur. Il m'a livré mon matériel pour 32 000 euros. Il m'a donné la facture. Je n'ai pas encore payé du tout. Donc, je suis encore dans cette situation d'attente. Et donc, vous remarquerez que 32 plus 25, c'est bien 57. 25 plus 32, ça fait toujours 57 000 euros. Le bilan actif est égal au bilan passif. Et maintenant, on va devoir payer. Mais, comme vous avez pu remarquer, avec 25 000 euros de banque, je ne peux pas payer mon fournisseur de 32 000 euros. C'est impossible. Qu'est-ce que je décide de faire? Eh bien, on suppose effectivement que les associés sont allés voir la banque et leur ont dit, écoutez, soyez sympa, prêtez-nous de l'argent sur une durée, par exemple, de 7 ans. Et donc, le banquier dit, ouais, c'est super,
donnez-moi votre facture, ou donnez-moi votre facture, je vois effectivement que vous avez reçu, et maintenant il va falloir bien évidemment payer. Alors, pour financer, on va demander un prêt de 10 000 euros. Et donc, ces 10 000 euros, c'est principalement la somme que je vais demander à mon banquier. Et donc, la banque, de quoi va-t-elle être, de quoi l'entreprise va-t-elle être propriétaire? Eh bien, elle va recevoir 10 000 euros de plus. C'est pour ça qu'à ma banque, je vais avoir 25 plus 10 000 euros. Ce qui me fait bien 35 000 euros d'argent que je me retrouve à l'actif du bilan. On est OK? Maintenant, pouvez-vous me dire ce qui va se passer au passif du bilan? À qui et pour quelle somme l'entreprise va devoir quelque chose? Allez-y, feu! Voilà, c'est bien Sébastien, c'est tout à fait cela. L'entreprise va devoir 10 000 euros à la banque. Alors, ces 10 000 euros à la banque, ça s'appelle un emprunt, hein, et donc on va le retrouver immédiatement ici. Voilà. Donc, ma banque est bien de 35 000 à l'actif, et au passif, j'ai très exactement 10 000 euros au passif du bilan. 10 000 euros d'emprunt que je dois, et donc qui se trouve juste en dessous du capital. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une dette de long terme. On suppose qu'on a emprunté sur 5 années. Bon, jusque-là, rien de sensationnel. On remarque que je dois toujours mes 32 000 euros, bien évidemment, au fournisseur. Et donc là, avec ce système, maintenant, je vais donner les 32 000 euros. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Première question, on se pose toujours ces deux questions. Au début, c'est toujours comme ça que ça se passe. De quoi l'entreprise est-elle propriétaire? Eh bien, si elle avait 35 000 euros en banque et qu'on lui enlève 32 000, eh bien, elle ne possédera que 3 000 euros, très exactement, à la banque, puisqu'elle va retirer cet argent pour payer son fournisseur. Et donc, ma banque, qui était de 35 000, va tomber à 32 000 euros, à 3 000 euros, puisque j'en retire 32. Deuxième question, de quoi l'entreprise, quelle est sa dette? Eh bien, elle avait une dette fournisseur de 32 000 euros. Et sur ces 32 000 euros, eh bien, le fournisseur, lui, va tomber à 0, très exactement. Bravo, Ludovic. Et donc, on se retrouve ici avec une banque à 3 000 et des fournisseurs qui tombent à 0. Si bien que la tête de mon nouveau bilan ressemble à celui-ci. Alors, là, à ce stade, je vais faire juste une petite pause pour vous faire remarquer une chose. Vous remarquerez que le capital social ne bouge jamais, jamais, jamais. En fait, le capital social, c'est censé représenter ce que l'entreprise vaut dans l'absolu, c'est-à-dire elle vaut 25 000 euros. Dans la réalité, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on analyse la situation, supposons pour une raison X ou Y, je décide d'arrêter cette société. Alors, je pourrais vendre le matériel pour 32 000 euros. Je pourrais avoir la banque pour 3 000. Et donc, j'aurai 35 000. On suppose. Et puis, parallèlement, je paye mon emprunt pour 10 000. Donc, 35 moins 10, ça fait bien 25 000 euros. Sauf que dans la réalité, vous êtes tous d'accord pour me dire que le matériel, Laurent, oui, ça se vendra beaucoup moins cher. Peut-être qu'on ne le vendra que 22 000 au grand maximum. Et puis, soyons clairs, l'emprunt que je vais rembourser, il y a de fortes probabilités pour que la banque me dise, monsieur, hop, vous avez remboursé avec anticipation, on vous retient des frais. Et puis, tout bêtement, vous auriez les frais de liquidation de votre société. Et donc, de façon très concrète, jamais de la vie, vous n'auriez 25 000 euros. C'est pour ça que le montant du capital social qui figure au passif du bilan n'est qu'une image. Ça ne représente en aucun cas la valeur de la société. Jamais. Elle peut être plus basse, elle peut être plus haute. Mais le capital social n'est qu'un indicateur de la volonté du dirigeant à un moment T d'apporter de l'argent et dire, regardez, j'ai un gros capital. Mais ça ne veut absolument pas dire
quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que la première journée où le capital s'est mis là. Et c'est pour ça que quand les banquiers disent que c'est quelque chose qui est fort et autre, bah, vous comprenez fort bien que tout cela ne tient pas compte de la vie de l'entreprise, parce que bien plus important qu'un capital social élevé, ben, c'est tout simplement que les affaires soient bonnes et que ça vous permette de faire des gros résultats. Bon, c'est un point qui est important, mais que je voulais souligner. L'autre point, donc, on suppose maintenant, on passe à une vitesse supérieure, la société reçoit une livraison de marchandises à hauteur de 10 000 euros auprès de son fournisseur. Donc là, on va se reposer les mêmes questions que tout à l'heure. De quoi l'entreprise est-elle propriétaire et quelle est sa dette? Alors, on y va. Première question. J'attends que vous notiez. De quoi l'entreprise va-t-elle être propriétaire et pour quel montant? Allez-y. Bravo. Bravo Ludovic. Bravo, bravo, bravo. Super. Tout le monde donne une très bonne réponse. Oui, l'entreprise va être propriétaire d'un stock de 10 000 euros de marchandises. Et maintenant, pouvez-vous noter ce qu'elle va devoir et pour quelle hauteur? Bien, Alexandre, c'est bien une dette de 10 000 euros. Est-ce que vous pouvez préciser plus précisément à qui est due cette dette? Bravo, Muriel. C'est bien 10 000 euros pour le fournisseur. Bravo, je vois franchement qu'il y a des super réponses. Alors, on va noter tout de suite le stock. Pour 10 000 euros de stock, ces 10 000 euros vont être posés à l'intérieur. L'entreprise est propriétaire de 10 000 euros et en contrepartie, elle doit 10 000 euros au fournisseur. Donc, vous remarquez que 32 plus 10 plus 3, ça fait 42, 45 000 euros, je vais y arriver. Et de l'autre côté, capital plus emprunt plus fournisseur, ça fait bien 45 000 euros. Le total de mon actif est bien égal au total de mon passif. Donc, tout va bien. J'ai l'équilibre de mon bilan entre l'actif et le passif et je me retrouve bien à devoir cet argent. Donc, on le voit à ce niveau-là. Autre question maintenant, je vais régler le fournisseur pour 10 000 euros. Donc, que va-t-il se passer? J'étais dans cette situation, je rappelle, où je me trouve à devoir 10 000 euros et il va falloir que je paye avec 3 000. Donc là, si vous avez bien suivi, vous voyez que c'est juste impensable comme situation. On suppose effectivement qu'on a été voir le banquier. Le banquier nous a dit, bon, écoutez les gars, super, c'est pas possible. Je ne vais pas vous faire un emprunt. Pourquoi? Parce que l'emprunt, c'est quelque chose qui finance du matériel, c'est quelque chose qui finance du long terme, mais en aucun cas, ça peut financer du court terme. Votre stock, c'est quelque chose que je ne peux pas financer avec un emprunt. Par contre, je vais vous autoriser à faire un découvert bancaire. Et donc, mon découvert bancaire, il va être égal, ni plus ni moins, à la différence entre, d'une part, mes 10 000 euros, la dette fournisseur, et d'autre part, l'argent que je dispose, 10 moins 3, est égal à 7 000 euros. 7 000 euros, c'est le découvert bancaire que je vais avoir. Donc là, je vais le noter ici, et donc, j'enlève les 3 000 moins 10 000, ça fait moins 7 000 euros. Et donc, je vais me retrouver avec ensuite une dette, un découvert bancaire. Donc, vous voyez, je suis passé de 10 moins 3, je l'ai mis en découvert bancaire. Et puis, bien évidemment, de quoi l'entreprise va-t-elle être avoir une dette en moins? Des 10 000 euros. C'est-à-dire que là, je fais une croix sur mon fournisseur et mes 10 000 euros sautent très exactement. Voilà la tête du nouveau bilan. On a désormais un découvert de 7 000 euros et vous voyez que la dette fournisseur s'est complètement éteinte. Alors tout à l'heure, si j'avais fait, comme vous avez pu l'observer, si j'avais montré que le capital social, les 25 000, il y avait peu de probabilité qu'on puisse les obtenir. Là, définitivement, là, vous avez compris que je pourrais toujours vendre mon matériel, je pourrais vendre toujours mes stocks, mais en aucun cas, je pourrais recevoir 42 000 euros parce que tout simplement, les gens seraient les premiers à ne pas me donner cet argent. Par contre, l'emprunt, je devrais bien, et le découvert en bancaire,
eh bien, je le devrais également. D'ailleurs, là, quand on regarde bien la situation, si rien ne se passait, on serait presque dans une situation de cessation de paiement, puisque là, je n'ai plus d'argent et mon découvert bancaire, j'ignore comment ça se passe. Romain, vous me posez la question, qu'appelle-t-on le haut du bilan? Et le haut du bilan, alors, il y a deux choses, ce qu'on appelle les capitaux permanents, très exactement. Et si on veut rentrer dans le détail, pour être précis, c'est le haut du bilan, ça s'appelle les capitaux propres. Et peut-être que vous êtes en train de me faire peut-être une analyse peut-être de fonds de roulement. Alors, je m'explique juste 3 secondes. Si j'additionne mon capital et mes emprunts, ça fait 35 000 euros. Ces 35 000 euros, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents. Et de l'autre côté, j'ai à l'actif du matériel qui vaut 32 000. C'est ce qu'on appelle des besoins de long terme. Et donc, vous connaissez le principe qu'on doit toujours financer des choses qui restent longtemps par des capitaux très longs. Par exemple, si vous avez acheté une maison à titre personnel, en aucun cas vous allez le financer par un découvert bancaire. Vous allez faire un emprunt sur 25 ans, sur 30 ans. On finance toujours notre besoin de long terme par des capitaux de long terme. Et donc, quand on fait la différence entre d'une part les capitaux permanents et d'autre part les besoins permanents, eh bien, sa différence entre les deux s'appelle le fonds de roulement. On connaît ça aussi sous le nom de matelas de sécurité. Donc, si je fais 35, c'est-à-dire 25 plus 10, moins les 32 000 euros, j'arrive à 3 000 euros. 3 000 euros, c'est mon fonds de roulement. Romain, est-ce que ça répond à votre question? Bon, super. Eh ben, c'est génial. Alors, maintenant, on va essayer quand même d'améliorer le bilan et on suppose que cette fois, nous livrons des marchandises à un client pour un montant de 9 000 euros. Et on a acheté ces marchandises pour 4 000 euros. Alors, là, à ce stade, vous avez remarqué que 9 moins 4, c'est-à-dire que je vends quelque chose 9 000 euros de quelque chose que j'ai acheté pour 4 000. Donc, je vais faire 5 000 euros de bénéfice. Et donc, mon stock, puisque je me suis séparé de 4 000 euros, de quoi l'entreprise est-elle propriétaire? Eh bien, de 4 000 euros de stock de moins. 10 moins 4, ça fait 6 000 euros. C'est mon nouveau stock, très exactement. Et de quoi va-t-elle être propriétaire également? Eh bien, comme j'ai vendu pour 9 000 euros auprès du client, eh bien, c'est cet argent qui m'est dû. Donc, l'entreprise va être propriétaire de 9 000 euros. Et qu'est-ce qu'elle va devoir? Eh bien, elle va devoir 5 000 euros. C'est le fameux résultat dont je vous parlais, ce résultat de 5 000 euros, qui est la somme qui va être due aux actionnaires. Alors, bien évidemment, tout ça, ça reste un peu théorique, puisque de façon très concrète, on ne va pas sortir 5 000 euros. Et puis, si on voulait être parfait, il faudrait utiliser plutôt que le compte résultat. Mais j'ai utilisé cela pour des raisons pédagogiques, et c'est pour ça que je le laisse au passif du bilan. Donc, on va se retrouver toujours avec une égalité, 32 plus 6, 38 plus 9, 47 000 euros. C'est mon total de mon actif. Et au passif, je me retrouve bien avec mes 47 000 euros. Voilà, c'était juste la décomposition pour vous expliquer les 5 000 euros, la vente de 9 000 et l'achat de stock de 4 000 euros. Et maintenant, on va terminer sur une dernière opération qui est le client qui nous règle la facture à hauteur de 9 000 euros. Et donc, que se passe-t-il? On va commencer tout de suite. Si le client nous règle une facture à hauteur de 9 000 euros, je rappelle, la société avait en fait 9 000 euros de créance client, c'est ce qu'elle devait, donc on va avoir une substitution. On y va, c'est parti. On va décomposer. La première, c'est que ma créance client n'existe plus, puisque j'ai été payé complètement. Avec 9 000 euros qui arrivent en banque, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais rembourser mon découvert bancaire de 7 000 euros qui va disparaître puisque j'ai payé. Et puis, parallèlement, 9 moins 7, 2, eh bien, les 2 000 euros vont se remettre très exactement en banque. Donc, voilà l'opération telle qu'elle a pu se pratiquer. On a fait disparaître la créance client, on a remboursé la dette que l'on avait vis-à-vis de la banque et je me retrouve
avec une propriété, c'est-à-dire avec 2000 € très exactement. Donc là, à ce stade, si vous voulez, donc c'est la fin de ce séminaire. J'ai voulu effectivement qu'il dure moins d'1 heure. On est à 54 minutes. Bon, c'est juste parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. En tout cas, je vais attendre un petit peu pour voir si vous avez encore quelques questions sur l'actif et le passif. Je n'ai pas abordé le compte de résultat. Je compte le faire à travers une petite vidéo, sans doute sur YouTube, pour expliquer les seuls intermédiaires de gestion et le compte de résultat. Mais au-delà d'1 heure, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, en tous les cas, de suivre de façon avec autant. En tout cas, je tenais franchement à vous remercier pour la qualité des échanges que l'on a pu avoir à travers vos chats. C'est super sympa. Alors, je tenais à vous dire plusieurs choses. La première, déjà, portez-vous bien durant cette période de confinement. Deuxièmement, merci encore de votre participation aussi active. Troisièmement, nous organisons chaque jour des webinars. Il y en a d'autres encore cette semaine, chaque jour, et même mercredi, on va en avoir un autre. Je vois Philippe, toujours très éducatif ludique, c'est du Sera condensé. Oui, c'est vrai. C'est le début, Philippe, du Sera qui dure une journée, en réalité, avec beaucoup de choses. Mais là, ça permet, en tout cas, d'avoir un truc un peu sympa. Quatrièmement, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous que nous organisons des webinars. C'est toujours plus agréable quand il y a du monde qu'il n'y en a pas. Et puis, si vous êtes vraiment, si vous voulez nous faire un petit coucou sur Google et nous mettre une note, ce serait vraiment génial. Ça nous permet en tout cas de donner du baume au cœur. En tout cas, merci à tous. Merci, à très bientôt. Et puis, je vous dis à une prochaine fois à travers des webinars. Alors, il y aura une petite nouveauté cette semaine. Je ferai aussi sur le PEG, le prêt d'État garanti qui va durer qu'une demi-heure et qui va être assez fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.